bien, bonsoir à tous. On a eu quelques petits problèmes de démarrage ce soir. Je sais pas, c'était un peu bizarre, puisqu'il n'y avait pas la vidéo qui se diffusait sur la page, mais visiblement, c'est résolu. Donc bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, nous allons consacrer les mercredis de l'espoir à un sujet dont nous avons déjà un petit peu parlé la semaine dernière, puisqu'il s'agit de pourquoi les temps modernes touchent à leur fin. Donc deuxième partie. Mais deuxième partie sur une première partie qui a été diffusée lors de la chronique des barbaries de vendredi dernier, et pas des mercredis de l'espoir. Alors pourquoi ce découpage? Puisque la première partie, en définitive, de cet article de Marc Halévy, était consacrée, je dirais, à la partie négative, au chaos, à la barbarie, et cette deuxième partie est plus consacrée justement à ce qui ouvre un espoir, à ce qui ouvre une perspective. Alors, avant de commencer l'émission, évidemment, je vous rappelle, on a eu un petit flash déjà, une image subliminale pour montrer le manifeste Émergence. Donc évidemment, Émergence, vous le savez, si vous suivez cette émission régulièrement, c'est le manifeste fondateur qu'il faut absolument lire, partager, distribuer autour de vous, le commander. Donc le commander, c'est relativement simple. Vous pouvez envoyer un mail à contact@1p6r.org. Vous pouvez aussi envoyer vos règlements et vos commandes directement à 1P6R, Monsieur Luc Laforêt, c'est-à-dire moi-même, boîte postale 30 51 400 Montrichard, inclus le logiciel Crypt qui est en cours de finalisation. Donc là, on va pouvoir passer à une diffusion plus large, très à partir, je pense, de la semaine prochaine. Et donc nous serons prêts pour les événements à venir. Et donc avoir vraiment une diffusion plus importante. Comme je dis, rien ne sera possible si les Français ne se mobilisent pas et n'attendent pas d'avoir sombré complètement dans la barbarie avant de réagir. Il est encore temps, on peut encore faire des choses, mais plus le temps passe, plus c'est difficile. Émergence donne les clés pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir faire quelque chose qui fonctionne et qui permet justement de s'en sortir de manière réaliste. Donc je vous engage vraiment à vous engager. C'est très simple, c'est 3 euros. Si on n'est pas prêt à mettre 3 euros pour ça, eh bien, faut laisser tomber, quoi. Il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de braire, il faut arrêter de se lamenter ou de dire rien n'est possible, voilà. Il y a des moyens, il y a des possibilités pour s'en sortir, des possibilités réalistes et à la hauteur, parce que c'est ce qui compte aussi, c'est d'être à la hauteur, parce que être à la hauteur, ce n'est pas si évident, parce que si c'est pour faire des retours par le passé, et nous allons, c'est vraiment le thème, et c'est pourquoi je parle de Marc Halévy aujourd'hui, puisque il est, je dirais, sur bien des points, en adéquation avec ce que dit une perspective de la 6ème République, c'est que justement, il faut donner un avenir, il faut donner un espoir. Sinon, c'est pas la peine, quoi. Il faut se taire, et puis s'enterrer, et puis c'est tout. Voilà. Alors, donc, manifeste Émergence, facile à lire, 30 pages. Alors, pourquoi les temps modernes touchent à leur fin? Donc, la première partie, c'était consacré au changement d'air et donc c'est Marc Halévy qui parle, au changement d'air, et accent grave RE, pas l'air qu'on respire évidemment, le changement d'époque, et la chaotisation du monde, donc qui décrit bien justement ce que l'on parlait, à propos de ce que moi j'appelle la barbarie.
Donc c'est un article qui est paru dans l'Inactuel, donc qui est une revue particulièrement intéressante que je vous recommande. Et voilà, donc je mets l'adresse internet de cette revue et de cet article en particulier. Mais il y a d'autres articles très intéressants qui apparaissent de manière irrégulière, hein, donc c'est inactuel. Mais c'est des articles de fond et des articles particulièrement de qualité, je dirais. Alors, donc ça, c'est ce qu'on a dit donc, dans les Chroniques des Barbaries de la semaine dernière, du vendredi 9 octobre. Donc je vous ai donné lecture de la première partie. Donc je vous renvoie vers cette émission pour la première partie de cette chronique, de cet article. La seconde partie, une crise de civilisation. Donc je vais commencer la lecture et après il y aura une analyse et une synthèse un peu par rapport justement à ce que dit un P6R et ce que dit Marc Alevi et les convergences et éventuellement les différences. Donc je commence la lecture. Une crise de civilisation. Nous sommes dans l'œil du cyclone et la pandémie de Covid-19 n'en est qu'un épisode, parmi beaucoup d'autres, passés ou encore à venir. Nous sommes en plein cœur de la crise paradigmatique. Et on le sait, le mot crise vient du grec krisis, qui signifie le tri, l'action de trier. Car c'est d'un vaste tri à l'échelle mondiale dont il s'agit. Il y a ce qui disparaîtra irréversiblement. Et il y a ce qui survivra. Ce qui est certain, c'est que la modernité, avec toutes ses idéologies et religions, avec tous ses modèles et idéaux, avec toutes ses valeurs et morales, disparaîtra irréversiblement. La modernité subira le sort sempiternel de tous les paradigmes obsolètes, l'effondrement. Mais l'effondrement de la modernité implique-t-il nécessairement l'effondrement de toute l'humanité, ce qui donnerait alors raison aux collapsologues qui le prédisent depuis quelques années? La réponse pourrait être négative, à la condition qu'un grand réveil s'opère. Car il n'y a que deux chemins pour sortir d'une configuration ô combien chaotique. L'effondrement, la sortie par le bas, ou l'émergence, la sortie par le haut. Mais pour qu'émergence il y ait, il faut parcourir deux étapes difficiles. La première étape est de faire son deuil de la modernité, selon le schéma en 5 phases établi par Elisabeth Küber-Ross. Le déni, ce qui est la tactique de base des institutions de pouvoir, puis la colère, recherche d'un bouc émissaire. La tergiversation, on négocie du bois de rallonge comme le font les gilets jaunes ou les syndicats. La désespérance, la déprime, le découragement, l'abandon, le suicide. Et enfin, cinquièmement, la sublimation. L'émergence du monde d'après. La seconde étape embraye sur cette sublimation, retrousse ses manches et se met à construire le nouveau paradigme de l'après-modernité. Pour cela, 5 conditions fondamentales doivent être satisfaites. Petit 1,
la frugalité matérielle. En tout ce que l'on fait, faire moins mais mieux. Économiser toutes les ressources, préférer le qualitatif au quantitatif. Deuxièmement, l'intelligence technologique. N'utilisez que les technologies vraiment utiles, vraiment saines, vraiment nécessaires. Troisièmement, la réticulation organisationnelle. Vivre et travailler en réseau collaboratif et marginaliser les modèles hiérarchiques et pyramidaux, dont l'État et ses administrations. Favoriser l'autonomie et l'interdépendance. Quatrièmement, la révolution économique. Passer de l'économie financiaro-industrielle basée sur des logiques de masse et de prix bas à des économies basées sur le travail, des intelligences et sur la valeur d'utilité réelle et durable des biens et des services. Cinquièmement, la spiritualisation de la vie. Sortir des nihilismes passés, tout se vaut ou rien ne vaut, et chercher à rendre du sens au réel vécu. Répondre aux questions de la noble raison de vivre au service de ce qui nous dépasse, sans passer par des chemins religieux ou idéologiques. À ce stade, il faut bien comprendre que ni les institutions de pouvoir du paradigme d'avant, ni les mouvements nostalgiques d'un passé révolu, comme les populismes et idéologismes en tout genre, ne seront d'aucune aide pour la construction du paradigme d'après. Tout au contraire, ils en sont les ennemis déclarés, ne pouvant accepter l'idée de voir scier la branche sur laquelle ils sont assis. Le paradigme nouveau sortira de la confluence, de la congruence, de la coalescence et de la convergence des initiatives personnelles, locales, communautales, entrepreneuriales. Il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit, plus prosaïquement, que chacun change son monde et que les principes de responsabilité et d'exemplarité jouent à fond. Notre futur est notre problème, pas celui des institutions. Voilà, j'en ai fini de la lecture de cette deuxième partie de Pourquoi les temps modernes touchent à leur fin de Marc Halévy. Vous verrez la version texte sur donc le site de l'Inactuel, bien entendu. Donc voilà ce que lui, il dit, et vous avez bien compris, il le dit avec ses mots, il le dit mieux que moi dans certains domaines, d'une certaine façon. Il y a évidemment de nombreuses convergences évidentes avec une perspective, la 6e République, un P6R. Hein. Si vous suivez régulièrement les émissions, ça saute aux yeux. Mais j'avoue, je l'ai découvert, Marc Halévy, assez récemment, alors que c'est un philosophe et qui a écrit déjà plusieurs livres déjà depuis quelques années. Mais moi, je le découvre justement, puisque grâce à cette revue, l'Inactuel. Déjà, quelles sont la première convergence? C'est ce qu'il appelle, moi, lui, la chaotisation du monde. Moi, j'appelle ça les barbaries. Bon, même si certains trucs, je dirais, je vais un peu plus loin sur les barbaries, justement, parce que j'intègre, lui, c'est très orienté, notamment sur les aspects environnementaux, qui sont très importants, qui en font partie. Je pense que j'en parlerai d'ailleurs, enfin, j'en ai parlé dans les chroniques des barbaries de la semaine dernière. Je vais en parler, je pense, aussi dans les prochaines chroniques de vendredi qui viennent.
c'est évidemment un sujet très important, mais il n'y a pas que cette dimension-là, évidemment, la communautarisation, l'islamisation, etc., sont d'autres dimensions de la barbarie qu'il faut absolument prendre en compte. Il y a les aspects, je dirais, politiquement. Mais voilà, on fait au moins ce constat en commun sur nombre de sujets, qu'il y a une chaotisation du monde, et moi, ce que je généralise encore un peu plus par des barbaries. Et avec une définition des barbaries très précise, hein, parce que c'est pas un mot comme ça, barbarie. Hein, un P6R a donné une définition très précise de ce que ça veut dire que la barbarie. C'est tout ce qui porte atteinte gravement aux besoins du corps et de l'âme. Voilà les définitions de la barbarie. C'est pas du tout, il n'y a pas de jugement de, je dirais, de valeur civilisationnelle de base ou de choses comme ça. Hein. C'est vraiment par rapport à une liste de besoins du corps et de l'âme. Est-ce que la société dans laquelle on évolue respecte, permet à ces besoins du corps et de l'âme d'exister, d'être satisfaits ou pas, ou plus ou moins. Voilà donc. Première convergence, chaotisation du monde, barbarie. Crise de civilisation, bon, là je dirais qu'on est quasiment sur les mêmes termes, hein, puisque nous avons là moi je parle de fin de la civilisation judéo-chrétienne, dans le sillage de Michel Onfray, évidemment, mais il est bien évident que ça va avoir des impacts au niveau, pas simplement des sociétés qu'on appelle occidentales, mais vu la diffusion de ces modes de production et de cette culture au niveau mondial, ça a des répercussions pas que sur la seule civilisation judéo-chrétienne, bien évidemment. Autre point de convergence, dernier point de convergence très important, c'est l'émergence, qu'il appelle l'émergence du monde d'après. Moi, c'est ce que j'ai appelé créer un espoir. Et le livre Émergence, justement, le petit livre Émergence, justement, c'est pas... voilà. Ce titre a été trouvé, je le dis bien, je ne connaissais pas encore Marc Halévy à ce moment-là, quand j'ai donné ce titre Émergence. D'ailleurs, c'est un des membres de 1P6R qui a trouvé le titre pour le livre Manifeste Émergence. C'est Didier qui a trouvé ce titre, donc c'est même pas moi qui l'ai trouvé, mais il correspond très précisément à ce qu'il est nécessaire de faire advenir. Et le fait qu'il y ait une convergence justement avec Marc Halévy, c'est très intéressant parce que ça renforce le constat et les solutions, la voie en tout cas, qu'il faut suivre pour s'en sortir. Donc c'est pas du tout... moi c'est pour ça que je dis souvent ça. Moi je suis assez serein en définitive. Hein, d'ailleurs c'est expliqué également dans le manifeste. Je suis assez serein parce que si on peut s'en sortir, eh bien un P6R réussira. C'est tout, d'une manière ou d'une autre. Mais il réussira parce que c'est que ça répond et que c'est le moment historique pour que ça se passe, et on s'en sortira, il y aura un espoir, il y aura émergence d'une nouvelle civilisation. Si ça échoue, c'est que c'était impossible de faire, et puis nous sombrerons dans la barbarie, et puis c'est que malheureusement il n'y avait rien d'autre à faire. Donc moi je suis tranquille, c'est peut-être pas le mot, mais je suis serein. Serein c'est vraiment le mot, en me disant, voilà, il faut faire ce qu'il faut faire, parce que ça n'arrivera pas tout seul, parce que l'histoire des hommes se fait par l'action des hommes, par l'action engagée, l'action. Mais après, si le moment historique n'est pas là, eh bien il n'est pas là, et s'il est là, ça se fera. Donc voilà ma perspective, voilà mon travail, je dirais. Alors, au-delà de ces convergences qui sont fondamentales, qui sont très importantes, je vois quand même quelques limites, je dirais, aux travaux de Marc Halévy en termes de globalité. Bon, même si c'est à pondérer, mais je vois ces limites, en tout cas, c'est ce que je perçois de ce que je connais de ce qu'il a fait.
Déjà, je pense qu'il y a une absence ou une faiblesse, hein, parfois il y a une absence totale ou quelque chose d'un peu faible, sur les dimensions politiques et sociales, j'ai envie de dire. Hein. Là, on est vraiment sur du raisonnement quasiment mathématique, hein, beaucoup de raisonnement mathématique. Sur le plan idéologique, là, je dirais, c'est un peu moins vrai, mais voilà, c'est un petit peu auto-centré et ça ne s'appuie pas sur tout un corpus idéologique, et ça surtout, ça n'appelle pas forcément un corpus idéologique à se mettre en place. Il critique même les idéologies à un moment donné. Donc ça, je pense que c'est aussi peut-être une faiblesse. Et puis il y a la dimension sentimentale qui, à ma connaissance, n'est absolument pas abordée et qui est tout à fait importante, les relations entre les hommes et les femmes, pour fonder une civilisation et pour faire un rebond. Voilà. Ces dimensions-là, toutes ces dimensions, je pense qu'il y a un petit peu des limites et que comble, je dirais, et que poursuit. Hein, je dirais qu'on se trouve vraiment dans la prolongation, dans le parallélisme et dans la poursuite de ce qu'il dit. Et quand j'appelle par exemple au travail des intellectuels et autour de la création de la nouvelle civilisation, Marc Lévy clairement s'inscrit dans cette perspective-là. Lui, il trace l'avenir, il trace les pistes pour demain. Hein, voilà. Donc là, on est à un stade, il dit il faut le faire, mais voilà, il donne quelques pistes justement, et c'est très intéressant. Voilà l'exemple de mobilisation des intellectuels, de nouvelles lumières, justement, que je pense important de mettre en place. Et donc ça s'appelle un corpus idéologique. Il ne faut pas critiquer les idéologies en tant que telles. Les idéologies, c'est juste la théorie de la politique. Ça n'a pas de... comme on fait de la théorie en physique, on fait de la théorie en chimie, on fait de la théorie en sciences de la vie. Eh bien, voilà, il y a des théories, des modèles dans tous les domaines. Donc voilà, c'est une première limite, quelques limites que je vois. Et sur le plan politique, je dirais que c'est peut-être là où c'est le plus sensible. Vous voyez, à la fin, il dit « Il s'agit que chacun change son monde ». Donc c'est une démarche un petit peu individualiste, entre guillemets, c'est-à-dire que chacun pourrait changer le monde à son échelle, et puis que par, je ne sais pas quelle spontanéité, par quelle capillarité, par quel localisme, ça finirait par faire changer le monde. Non, ça c'est vraiment une vision naïve, je dirais. Il n'y a aucun changement ne peut intervenir sans action politique, donc sans action collective dans la société et d'une manière globale. Ça a forcément à un moment donné une traduction politique. Et sans la traduction politique, rien n'est possible, parce que c'est ce qui... Qu'est-ce que c'est que le politique? C'est la question de poser la question du pouvoir, et donc de comment est-ce qu'on fait les choses. Et si par exemple dans le pouvoir on dit ça c'est interdit ou ça c'est autorisé, ça change fondamentalement les choses. Ou si on favorise telle chose ou défavorise telle autre chose, forcément que ça va aller dans le sens du développement de cette nouvelle société à laquelle aspire Marc Lévy ou pas. Donc il y a des traductions politiques incontestables. Et c'est pas chacun change son monde individuel, ça n'arrive pas, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, si je fais la chronique des barbaries sur les microplastiques et sur les plastiques suite à une émission de France Culture et sur toute l'imposture écologiste, justement, ça sera une illustration qu'on ne peut pas changer le monde de cette façon-là. C'est complètement irréaliste. Mais bon, je pense que beaucoup de gens en sont conscients et qu'ils savent bien que la politique, c'est le levier principal qu'il faut manœuvrer. Enfin, le levier principal. Tous les leviers sont importants. Aucun ne doit être négligé. Il n'y a pas un plus important l'un que l'autre, mais celui-là, donc, il ne faut pas l'oublier. Alors, au-delà, je dirais, de cet article, il en parle légèrement, il propose un nouveau modèle organisationnel. Et donc, je vous renvoie sur son site, noéthique.eu,
Et particulièrement une vidéo YouTube qu'il a faite, elle est vraiment très intéressante, c'est un orateur très volubile, etc. Donc je vous engage à écouter sa vidéo, vous passerez un bon moment et vous apprendrez plein de choses. Et vous pourrez mesurer à quel point nous convergeons sur bien des sujets. Et dans cette vidéo, il propose de façon plus explicite un nouveau modèle organisationnel parce qu'il explique notamment que le modèle organisationnel actuel est fondé sur un principe mathématique qui est celui d'une arborescence linéaire. C'est-à-dire il y a une racine, en gros il y a un chef, puis après il y a 2 sous-chefs, etc., etc. Et ça, c'est ce qui minimise le nombre de relations entre les nœuds. Les nœuds, c'est chacun des points, hein, d'accord? Et donc ça, c'est ce qui permet, dans un monde qui est peu connecté et peu communicant, c'est très efficace puisque ça minimise le nombre de relations entre les nœuds et que tous les nœuds de l'arbre, là, ils soient reliés quand même. Donc tous les nœuds sont reliés, mais on a une minimisation du nombre de nœuds. Donc ça a une certaine efficacité, qui est prouvée par le monde dans lequel on est, puisqu'il y a quand même une certaine efficacité. Il y a un déficit de souplesse, et également il y a des risques, puisqu'il suffit que vous mettiez en haut, ici, ou à des nœuds très importants, des gens qui ne sont pas très recommandables, eh bien ça a des conséquences dramatiques sur toute l'arborescence. Donc voilà. Donc ça aussi, ça présente des risques et des biais, et c'est d'ailleurs par ce mécanisme que l'oligarchie, ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est les nœuds qu'il y a tout en haut là, hein. C'est ça l'oligarchie. Hein. Et donc cette oligarchie, ça lui permet justement de se maintenir au pouvoir. Donc ils disent ce modèle-là est dépassé, et il ne peut plus fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. Et il le démontre, donc je vous renvoie à ces vidéos pour plus d'explications. Mais ce modèle, c'est le modèle du gouvernement mondial, puisque en fait, ce que propose Jacques Attali et tous les néolibéraux, et ce qu'ils essayent de faire avec les accords du GATT, ce qu'on appelle la mondialisation, etc., les regroupements continentaux et l'impérialisme américain également, c'est en fait d'avoir une seule tête ici, c'est-à-dire c'est la poursuite de ce modèle d'arborescence linéaire avec une seule tête, si vous voulez. Et donc, ce qu'il démontre, Marc Alevi, c'est que ce modèle ne fonctionne plus, ne peut plus fonctionner. Et donc, je dirais, ça illustre, eux qui se font passer pour des progressistes, pour des modernistes, leur modèle, celui qu'ils prônent, celui d'une grande centralisation, celui d'une uniformisation généralisée, c'est un modèle dépassé. C'est un modèle qui ne passe pas, qui ne monte pas à l'échelle, qui est inadapté au monde tel qu'il est aujourd'hui, et donc qui produit des effets délétères que moi j'appelle la barbarie. Donc ça, d'une autre manière, on peut aussi démontrer que l'approche justement gouvernement mondial de Jacques Attali et de tout ce courant néolibéral, parce que c'est ce vers quoi ils tendent tous, hein, eh bien, est illusoire et en fait est délétère et en fait est dépassé. C'est un modèle qui ne fonctionne pas. Et voilà pour des raisons mathématiques et théoriques. Donc il nous faut un nouveau modèle organisationnel. Donc ce que propose Marc Alevi, c'est un modèle en réseau. Et si on va sur le groupe Facebook de gouvernance contributive, donc il y a un autre groupe Facebook que le nôtre, on va trouver justement une illustration de cela. Hein. Donc ils appellent à une démocratie plus vraie exactement, et donc à une gouvernance contributive en réseau. Donc on voit bien la différence. Ici à gauche, on a bien le modèle hiérarchique avec un droit arborescent avec un roi en haut. Hein. Et ici un modèle en réseau où chacun communique avec quelques nœuds autour de lui, et puis le roi, il est tombé là. Il n'y en a plus besoin. Donc voilà, le modèle auquel aspire ou propose Marc Alevi, c'est justement un modèle en réseau. Et c'est là, je dirais, où les limites deviennent intéressantes et montrent les choses. Parce que, attention, quand vous êtes dans ce modèle-ci, attention de ne pas nier les forces. Parce
que les forces sociales, elles existent et elles s'expriment. Est-ce que vous croyez qu'ils vont se laisser faire? Posez-vous simplement cette question. Vous croyez que là, ceux qui sont en haut, là, et celui-là, là, ils vont se laisser faire? Non. N'y croyez pas. Et ces gens-là, par définition, ils sont extrêmement puissants. Ils occupent le haut de la pyramide, le haut de la hiérarchie. Donc, vouloir viser un modèle en réseau, au moins aujourd'hui, est quelque chose de totalement illusoire. Impossible, qui n'arrivera pas. Parce qu'on va vous mettre des bâtons dans l'air, et c'est ce qui arrive bien souvent, justement. Vous regardez le Venezuela, vous regardez l'Équateur, vous voyez ce qui s'est passé en Amérique latine. Ils ont essayé de faire des choses un peu dans ce goût-là. Et on leur met des bâtons dans les roues, on essaye de faire des coups d'État, etc. Parce que, attention, l'oligarchie, c'est pas une oligarchie simplement française, c'est aussi une oligarchie. Admettons que vous gagnez demain, on gagne en France et on y arrive. Il faut aussi avoir un moyen de rayonner à l'international de telle sorte, justement, et c'est bien pour ça qu'il faut des nouvelles lumières, il faut que la France rayonne à l'étranger, parce que sinon on se fera casser les reins. Même si on gagne en France, on se fera casser les reins. Donc c'est important de créer un mouvement philosophique et pas simplement un mouvement local. Il faut vraiment, comme l'a été à l'époque Jean-Jacques Rousseau et tout ce courant des Lumières, Diderot, etc., d'Alembert et tous les autres, que ça rayonne à l'international de telle sorte à gagner du temps et à empêcher justement que l'oligarchie mondiale, en fait, nous casse les reins. Et donc c'est tout à fait essentiel de dire nouvelle lumière, blablabla, il fait de la philosophie. Non, non, c'est pas du tout. C'est crucial. On ne réussira pas sinon. Ça ne marchera pas. On se fera casser les reins. Parce que justement, ils ne vont pas se laisser faire. Et les gens qui croient qu'on peut mener comme ça un modèle en réseau, bien gentiment et tout ça, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas. Si vous arrivez à le faire dans un pays, on vous cassera. Donc ça, c'est très important de le savoir dès le départ. Ça, vous le savez, un homme averti en vaut deux. Si vous le savez dès le départ, vous mettez en place les choses, et justement, la philosophie, et justement, Émergence, ça y contribue, même si c'est assez franco-français, mais l'idée des 4 autres volumes d'Émergence, justement, ça sera justement d'émerger et de faire sortir ça des frontières françaises. Que ça soit pour la France, mais également que ça résonne en Europe, dans le monde, dans la francophonie, etc. Donc ce nouveau modèle organisationnel, autant je souscris au fait qu'il faut essayer d'aller vers plus de réseaux, autant l'organisation en réseau total, elle est totalement exclue, à un horizon prévisible, il est totalement exclu. C'est bien pour ça que ce que propose un P6R, c'est plutôt un modèle hybride. Donc, avec, justement, la fin de l'État monolithique et tentaculaire. Donc là, je vous renvoie aux vidéos, justement, sur l'organisation de la 6ème République, où on voit bien qu'ici, l'État, il est divisé, et chacun revient vient sur un périmètre bien particulier. Nous avons vu, par exemple, que le gouvernement, par exemple, il gouverne la France. D'accord ? Mais il ne gouverne plus les organismes sociaux, qui s'est approprié la gestion des organismes sociaux de façon complètement incroyable, puisque normalement, et ça revient à ce que j'appelle la chambre des forces productives, ça revient aux acteurs sociaux, c'est-à-dire aux forces productives, aux forces constituées de la République. C'est aussi un moyen pour que ces forces qui existent dans la société, ces forces sociales, puissent s'exprimer. Et elles aient des responsabilités, y compris de gestion d'une partie de la société, et les organismes sociaux en font partie, évidemment. Dans les organismes sociaux, on parle de la sécurité sociale, bien évidemment, et des caisses de retraite, mais peut-être également les chambres de commerce et d'industrie, aujourd'hui, les chambres d'agriculture, ce genre d'organismes. Des organismes qui sont réellement dans le tissu productif français. Et donc, voilà, on a déjà une séparation de ces deux branches qui n'auraient jamais dû être réunifiées, et que le gouvernement et que l'État français s'est accaparé, puisqu'il veut toujours tout centraliser.
Mais là, basé non pas sur un découpage territorial, mais sur un découpage fonctionnel. Mais l'État est également coupé par la Chambre constitutionnelle. On a vu que dans la présentation de la Chambre constitutionnelle, il y a notamment donc, qui s'assure du contrôle, donc qui contrôle tous azimuts toute l'organisation d'État. Donc ça, c'est vraiment très nouveau et c'est plus dédié à des magistrats, à des experts, à des conseils, à des sages ou je ne sais quoi. Donc ce sont des élus ou des gens tirés au sort qui sont dans la Chambre constitutionnelle et qui contrôlent, mais qui ont aussi le pouvoir d'exercer leur contrôle, puisque la justice devient séparée du gouvernement et donc devient réellement indépendante, puisqu'elle est indépendante du pouvoir exécutif. Elle devient rattachée à la Chambre constitutionnelle, notamment le gouvernement, la comptabilité publique. Parce que la comptabilité, on fait des comptes dans des livres de comptes, donc on n'a pas besoin c'est pas une politique, c'est pas le budget. Donc ça, on peut l'enlever également de la partie exécutive. Et les moyens de pouvoir agir, et donc du coup avec un redécoupage des forces de l'ordre et un détachement, c'est pas un détachement, c'est la responsabilité de la Chambre constitutionnelle, de la gendarmerie, devient rattachée à cet organisme d'État. Donc on voit que l'État, de nouveau, est subdivisé. Et dernier élément, le président de la République, que je n'ai pas encore évoqué dans une émission, mais qui est présenté dans l'organisation de la Ve République, qui lui conserve qui est un court-circuit, en lui-même c'est un court-circuit, un circuit court, plutôt, mais qui conserve comme prérogative, peu de prérogatives, mais qui en conserve quand même quelques-unes, hein, dont on a déjà évoqué quand on a parlé de l'Assemblée nationale, mais il demeure le chef des armées, le chef suprême des armées, et donc avec suppression également du ministre de la Défense, qui ne sert plus à rien, puisque le président de la République, une de ses fonctions principales, sera justement les armées. Donc on sépare de nouveau l'État, encore une subdivision forte, avec chacun, avec des pouvoirs bien distincts et bien répartis. Donc on n'est déjà plus dans un modèle, vous voyez, avec une seule tête. On a déjà créé 4 têtes là. Donc déjà, c'est plus la même chose, avec, vous voyez, des interactions entre ces différentes têtes. Donc ça, c'est déjà intéressant, et des organismes de contrôle qui peuvent se contrebalancer les unes les autres. On est déjà, et sans nier les forces, puisque les forces productives, le patronat, etc., les agriculteurs, les syndicats, le salariat, etc., peuvent s'exprimer, puisqu'ils ont la Chambre des forces productives qui exerce un pouvoir important sur tout ce que j'appelle les organismes sociaux. Les organismes sociaux sont économiques et sociaux, presque on pourrait dire, d'une certaine manière. Voilà. Donc voilà déjà une première. Donc ça, on est dans un modèle qui est hybride. Hein, voilà, c'est justement un modèle qui n'est plus hiérarchique, qui n'est pas en réseau non plus, qui est intermédiaire. Et qui lui, du coup, devient réaliste. Alors, j'ai essayé de modéliser, oui, là, j'ai fait ça un peu rapidement, j'ai pas eu le temps de tracer toutes les flèches, justement. On va retrouver ici un peu tous les éléments, hein, et je voulais mettre justement, pour montrer que c'était bien un réseau, je voulais mettre les flèches, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le mettre. Ici, on a le président de la République, ici, on a la Chambre des forces productives, avec donc des représentants qui sont le patronat, le salariat et les autres, dont les agriculteurs. La Chambre constitutionnelle avec des députés, les partis politiques qui sont aussi là, qui ont aussi leur place dans la société, puisqu'ils existent. Hein, ça fait partie aussi des forces sociales qui doivent s'exprimer, et qui doivent avoir la possibilité de s'exprimer, il ne faut pas le nier. Hein. Et ça, c'est même très important, d'avoir les partis politiques, parce que je fais une digression sur un internaute qui a une chaîne, donc je pourrais la mettre en lien, qui a étudié les constitutions, et notamment les constitutions de l'Union soviétique, de l'URSS. Et en fait, la constitution, elle était nickel. Franchement, il n'y avait sur les papiers, tout était bien. Bon, c'était un peu différent, évidemment, de ce qui existe chez nous, hein, ou dans les pays capitalistes. Mais
voilà, sur le papier, en tout cas, c'était franchement ce qui est de plus démocratique, ce qui est... Le seul truc qu'il y avait, c'est que justement, les forces ne pouvaient pas s'exprimer. Et notamment, ben, il n'y avait qu'un le parti unique. Et on s'en rend compte en fait que le seul fait de ne pas avoir les partis politiques, eh bien ça suffisait à corrompre en fait tout ce qui était idéal sur le papier, devenait en fait complètement obsolète, puisque en fait on niait la possibilité d'expression des autres forces. Voilà, ça c'est une petite digression assez intéressante. C'est l'état cryptique, je crois, le titre de sa chaîne sur YouTube. Je mettrai sur le site. Donc là, et on voit bien également avec la mise en place de binômes, également ici, binôme de députés ou binôme de maires pour les grandes villes. Là aussi, on n'est plus dans le modèle pyramidal complet. Vous voyez, on a créé, au lieu d'avoir un seul nœud, un nœud monolithique, eh ben, on a mis un binôme à la place. Donc on n'est pas en réseau complètement, mais on n'est plus dans le modèle hiérarchique où un nœud c'est un nœud avec une personne dessus. Non, là on a un nœud déjà qui est dédoublé. Vous voyez, donc on se rapproche déjà, tout en restant réaliste, et je dirais dans quelque chose que l'on peut concevoir, que l'on peut comprendre dès aujourd'hui, dans le modèle de demain, dans la 6ème République. Modèle hybride, donc, proposé par une perspective de la 6ème République. Et puis, et c'est le dernier élément, ce monde hybride, évidemment, dans un monde multipolaire, il faut réaffirmer, c'est aussi un moyen justement, s'il est multipolaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs pôles. Donc il y a réaffirmation de la nation, de la France, c'est important, puisque ça a été montré, c'est même le principe du réseau Internet que pour les informaticiens apprécieront, mais d'avoir justement des cellules indépendantes qui permettent justement d'avoir une meilleure résilience aux chocs et aux perturbations. Eh bien, le fait de réaffirmer les nations et d'avoir justement tous ces nœuds qui communiquent entre eux, c'est le monde multipolaire et non pas le monde unipolaire que l'on cherche en fait à nous imposer au travers de l'impérialisme américain. Il faut bien appeler un chat un chat. Et ça passe forcément par la réaffirmation de la nation, la réaffirmation donc pour nous, ce qui nous concerne, de la France. Et donc la réaffirmation aussi des nations, pas simplement que la France, mais toutes les autres nations qui doivent pouvoir s'exprimer, ne plus être parfois dominées comme ça peut se passer, ou ça a pu se passer par le passé, notamment de façon évidente par la colonisation. C'est aussi une réaffirmation de la souveraineté, et donc de la démocratie, puisqu'il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. C'est simplement, il faut être maître chez soi, c'est tout ce que ça veut dire. La souveraineté, je suis maître chez moi, je suis maître de moi-même, je suis maître de ma nation, je suis maître de mon environnement. Si on n'est pas maître de son environnement, tout ce que vous dites n'a aucune importance. Et c'est que de l'habillage et de l'enfumage. Donc voilà, si on veut ramener à ces deux modèles, le monde unipolaire qu'on veut nous imposer, c'est l'impérialisme américain, avec à la tête les États-Unis qui gouvernent tout le monde, et avec leur puissance militaire, on l'appelle le gendarme du monde. Vous avez entendu cette expression. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, avec ses petits vassaux, etc. etc. Ils vont pas se laisser faire, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut créer une dynamique. Ils vont aussi s'effondrer de l'intérieur, parce qu'on voit bien, et c'est une des conséquences de la barbarie, c'est que, la barbarie, elle est terrible là, elle est en Afrique, tel que l'a décrit notamment dans The Coming Anarchy, Robert Kaplan, donc, un livre dont je vous rappelle, je vous invite à lire, qui est vraiment très intéressant et qui anticipe déjà plein de choses, qui a déjà une vingtaine d'années, mais qui anticipe déjà énormément de choses, et des choses qui se sont réalisées. Donc on peut voir l'intérêt aussi d'un livre écrit à plus de 20 ans, parce que c'est plutôt à la fin, entre le début et la fin des années 90 qu'il a écrit son livre. Donc il a fait des prévisions dedans qui se sont avérées justes. Donc c'est assez intéressant. Et donc, voilà, la barbarie, pour ceux du bas, c'est encore pire.
Mais elle gagne partout. Et on voit bien que la société américaine, elle-même, elle est en train de se fissurer, de se fracturer. Elle n'est pas si loin forcément de reconnaître la guerre de sécession, mais qui à l'époque était une guerre d'unification quelque part. Alors que là, ça sera plutôt une guerre de dislocation. Donc on n'est plus du tout dans la même optique. Et donc, si on veut un réseau heureux, je dirais, eh bien, voilà, il faut viser un monde multipolaire, et donc que chaque pays soit respecté et existe, déjà, ne serait-ce que ça, qu'on les laisse exister et mener la politique qu'ils souhaitent. Voilà donc le modèle hybride que propose. Et donc il a, pour le coup, comme il n'y a pas de structure hiérarchique, et créer une structure hiérarchique, c'est le modèle d'Attali, hein, mais voilà, on voit ce que ça donne, hein, c'est le schéma de gauche. Eh bien, et puis c'est la diversité, puisque c'est bon, la diversité, ça permet justement que les gens ne soient pas les mêmes, et puis c'est ce qui permet des échanges, justement, et que ça soit avoir des échanges intéressants. Quand tout le monde mange la même chose, regarde les mêmes films, et pense la même chose, il n'y a plus d'intérêt. Voilà. Voilà donc pour cette petite analyse de pourquoi les temps modernes touchent à leur fin, de Marc Halévy. Voilà, vous avez tous les pointeurs. J'espère que ça vous a semblé intéressant. En tout cas, moi je pense que c'est vraiment intéressant puisque ça renforce l'approche et la dynamique qu'essaye d'impulser et de faire émerger une perspective de la 6e République. La prochaine fois, bon, émergence, etc., chambre des choix productives, application d'une nouvelle spiritualité, pourquoi nous sommes à un tournant historique. Bon, on en a parlé un petit peu ici, hein, puisque voilà, il y a d'autres gens qui en parlent. Hein. Lui, il parle que c'est à peu près tous les 550 ans qu'il y a un tournant historique, Marc Halévy. Bon, peut-être, je ne sais pas. Alors, reprenons espoir, c'est très important. Et un moment pour se retrouver, pour se réunir, si vous voulez me rencontrer, j'y serai. Donc à l'université citoyenne des 23, 24 et 25 octobre 2020 à Avignon. Donc vous avez toutes les coordonnées ici. Si vous habitez dans la région, si vous êtes intéressé, un P6R, ça là, plein d'autres organisations seront également présentes. Il y aura plein de débats, plein de conférences. Ça sera vraiment l'occasion. Je pense que ça sera vraiment un moment fondateur pour repartir de l'avant et faire repartir notre République et notre vie vers un nouvel espoir. Vendredi, reprenons espoir. On commencera déjà par les chroniques des barbaries. Vendredi prochain à 18h30. Inscrivez-vous sur le site 1p6r.org pour avoir toutes les informations en avant-première. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt et portez-vous bien. Au revoir.